Vidéo numéro 39, les trésors de l'analyse dimensionnelle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me décide enfin à dire quelques mots sur l'analyse dimensionnelle dans une vraie vidéo de vulgarisation qui suit naturellement la précédente sur les effets d'échelle. Pourquoi l'analyse dimensionnelle est-elle si puissante pour deviner des formules ou rectifier des erreurs? C'est parce que les lois physiques les plus simples sont des lois multiplicatives. Point 1. Le système MLT. En mécanique pure, tout s'exprime à l'aide de longueur, grand L, de temps, grand T, et de masse, grand M. C'est ce qu'on appelle le système MLT. Toute grandeur mécanique usuelle s'exprime à l'aide de ces trois grandeurs fondamentales, mesurées respectivement, pour des raisons historiques complexes que nous ne rappellerons pas, en kilogrammes, mètres et secondes, les trois premières unités du système international SI. Point 2. Formule scientifique et dimension. L'idée fondamentale de l'analyse dimensionnelle est l'homogénéité des formules. Par cela, on entend que les deux membres d'une équation doivent être de même nature. Une grandeur mécanique grand A est associée à une équation en dimension. Dimension de grand A égale m puissance A, L puissance B, T puissance C, où les exposants A, B, C sont des nombres positifs, nuls ou négatifs. Et si dans une formule on a k m puissance A, L puissance B, T puissance C égale k', m puissance A', L puissance B', T puissance C', avec k et k' des constantes sans dimension, par exemple 1, 25 ou pi, il faut que A égale A', B égale B' et C égale C'. Les physiciens connaissent par cœur les équations en dimension des grandeurs physiques usuelles. Par exemple, une vitesse, la distance parcourue par unité de temps, a pour dimension L sur T ou Lt-1. Petit a égale 0, petit b égale 1, petit c égale moins 1. Une accélération, vitesse de la vitesse, Lt-2. Une force, mLt-2. Une énergie, mL2T-2, produit d'une force par une longueur. Ils se servent de cette connaissance pour équilibrer les équations, détecter les erreurs de calcul dans les copies des élèves, sans avoir à vérifier les détails, et éventuellement corriger leurs propres erreurs lors de calculs particuliers aboutissant à des conclusions bizarres, car tout le monde peut se tromper. Point 3. Quelques formules classiques où l'analyse dimensionnelle apparaît en pleine lumière. Deuxième loi de Newton, F égale ma. Le deuxième membre a pour dimension m fois Lt-2, c'est donc bien une force. En réalité, c'est par cette formule qu'on définit les forces et l'unité de force, le Newton. Formule d'Einstein, E égale mc2. C2 le carré de la vitesse. Le produit du carré d'une vitesse par une masse a bien la dimension de l'énergie. D'ailleurs, l'énergie cinétique d'un module de masse petit m et de vitesse petit v est 1,5 de mv2, ce qui ressemble à la formule d'Einstein au facteur 1,5 près. Énergie potentielle de pesanteur. Pour lever une masse petit m de hauteur petit h, il faut dépenser une énergie grand E égale petit g fois petit m petit h. La proportionnalité à petit m et à petit h, donc au produit des deux, est évidente par un raisonnement élémentaire, puisque dimension de E égale m L2 T-2 et dimension de MH égale ML, on trouve par division que G doit avoir la dimension L T-2 d'une accélération. C'est justement ce qu'on appelle l'accélération de la pesanteur. Point 4. Quelques succès classiques de l'analyse dimensionnelle. Cette méthode est très puissante pour deviner des formules lorsqu'on sait quelles grandeurs interviennent dans un phénomène. Par exemple, Galilée avait repéré que la période des petites oscillations d'un pendule simple ne dépend que de sa longueur petit l. Quand on imagine bien que la valeur de l'accélération de la pesanteur petit g joue aussi un rôle, on est amené à supposer grand T, la période, égale K, L puissance x, G puissance y, avec K constante universelle sans dimension et xy des nombres inconnus.
mais comme l'analyse dimensionnelle de grand T correspond aux valeurs 0, 0, 1 des exposants, 2. Dimension de T égale L puissance X, L puissance Y, T puissance moins 2Y, on déduit que X plus Y égale 0 et moins 2Y égale 1, soit X égale 1,5 et Y égale moins 1,5. Finalement, grand T égale K racine de L sur G. Le calcul différentiel, découvert bien après Galilée, confirme cela avec K égale 2π. Si on connaissait petit g, et on le connaissait à peu près pour d'autres raisons en observant la chute des corps, on aurait pu deviner la constante 2π en faisant des expériences. Et après tout, aujourd'hui, ce genre de situation pourrait se représenter. Même le théorème de Pythagore peut se retrouver comme une conséquence de l'analyse dimensionnelle. Celle-ci implique en effet qu'une similitude de rapport K sur une figure plane a pour effet de multiplier sa surface par K2. Pour deux triangles rectangles ayant un angle égal autre que l'angle droit, il en résulte que le rapport des surfaces est égal au rapport des carrés des longueurs de leurs hypoténuses. Ceci est à la base d'une démonstration du théorème de Pythagore trouvé par Einstein à l'adolescence. Cette démonstration avait été aussi mentionnée dans un travail du mathématicien Adrien-Marie Legendre. Point 5. Un exemple plus élaboré, la pression gravitationnelle au centre d'un astre. Une pression est par définition une densité surfacique de force, c'est-à-dire une force divisée par une surface. La pression au centre d'un astre sphérique, associée aux attractions mutuelles entre les atomes, fait intervenir la masse totale grand M et le rayon grand R de la sphère. Voyons ce qui sort d'un calcul plus précis. On peut supposer que la répartition de masse est à symétrie sphérique. Dans ce cas, la masse totale grand M de R, contenue dans la boule de centre O et de rayon petit r, est donnée par la formule M de petit r égale intégrale de 0 à R de 4π s carré ρ de s ds, où ρ de R est la densité volumique en tout point de la sphère de centre O et de rayon petit r. On a bien sûr grand M égale M de grand R. Le théorème fondamental de l'hydrostatique donne que le gradient de la pression P de R, évalué en newton par mètre carré dans le système d'unité MKS, par rapport au rayon petit r, est négatif et donné par la formule P' de R égale moins ρ de R G de R, où G de R est l'accélération de la gravité à la distance R du centre O. Notons d'abord que cette formule est bien homogène. P' de R égale M, L, T-2, L-2, L-1 égale M, L-2, T-2. Alors que dimension de ρ de R égale M, L-3 et dimension de G de R égale LT-2, donnant donc dimension de ρ de R G de R égale dimension de ρ de R, dimension de G de R égale M, L-2, T-2. On sait d'autre part, et c'est un résultat classique dû à Newton, que petit g de R égale grand G, grand M de petit r sur petit r carré, où grand G est la constante de la gravitation universelle. En supposant que la pression en surface est négligeable, on trouve donc grand P égale grand P de O égale intégrale de 0 à R de grand G ρ de R M de R sur R2 dr. Par exemple, si ρ est constant, cela donne grand M de petit r égale 4π sur 3 ρ petit r au cube, d'où grand P égale 4π sur 3 intégrale de 0 à grand R de grand G ρ carré petit r dr égale 2πg sur 3 ρ carré r carré égale 2πg sur 3 sur 4π au carré, grand M sur grand R carré au carré. D'où grand P égale 3 sur 8π
grand G, grand M carré, sur grand R à la puissance 4. Cette formule est bien homogène, car grand G, grand M carré sur grand R carré est la force d'attraction de deux masses égales à grand M séparées par une distance grand R, et donc grand G, grand M carré sur grand R à la puissance 4, force divisée par une surface, a précisément la dimension d'une pression. En réalité, ρ de petit r dépend évidemment de petit r, et sous l'effet de la pesanteur, il est logique de penser que c'est une fonction décroissante de petit r avec un maximum éventuellement infini au centre. Dans ce cas, on a grand M de petit r supérieur à l'intégrale de 0 à petit r de 4pi s carré ρ de petit r ds égale 4pi sur 3 r au cube ρ de r. Ceci implique que grand M de r sur r au cube est décroissant, et on en déduit assez simplement que grand P est plus grand que 1 sur 4pi grand G grand M carré sur grand R à la puissance 4. Une minoration un peu plus faible que la valeur obtenue pour un ρ constant. Avec cette inégalité, on trouve facilement que la pression grand P au centre de la Terre dépasse 10 puissance 11 pascal. Par une autre méthode liée à la sismologie, on trouve plutôt 4 fois 10 puissance 11 pascal. Comme 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal, on voit que grand P vaut environ 4 millions de fois la pression atmosphérique. Le même calcul pour le Soleil, à partir de la masse et du rayon, donne grand P plus grand que 3 fois 10 puissance 12 pascal. C'est bizarrement un peu faible si on compare avec la Terre, mais la valeur actuellement admise, traduisant une augmentation considérable de la densité avec la profondeur, est presque 10 000 fois plus grande. 2,5 fois 10 puissance 16 pascal, soit 250 milliards d'atmosphères.